bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Ce soir, c'est très intéressant le sujet. C'est un sujet que nous n'avons pas souvent, sinon jamais couvert. Donc, la web radio aujourd'hui du 1er mars, copropriétaires âgés, comment en assurer le bien-être? Le titre est très large et ce soir, on aurait de la matière pour plus qu'une heure, mais avec nos invités ce soir, nous allons couvrir plusieurs sphères du dossier des copropriétaires qui sont dans nos copropriétés et qui vieillissent et auxquels il faut apporter de nouveaux, adapter nos services, adapter nos façons d'intervenir et on va couvrir ça ce soir. Donc, pour couvrir le thème très intéressant que nous avons, j'ai comme avocate ce soir Maître Julie Banville de Terrien Couture Jolicoeur. Bonsoir, Maître Banville. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Bonsoir à vous tous. Merci, Maître Banville, d'être avec nous. Maître Banville a 18 années d'expertise comme avocate. Elle travaille en droit de la copropriété. Donc, ce soir, elle va nous aider à répondre à vos questions et aussi à démystifier certains sujets que nous couvrirons durant la soirée. Je vous rappelle, vous pouvez toujours poser vos questions via le chat et on essaie d'y répondre le plus possible dans le plus clair aussi, plus clair que possible. Donc, avec nous aussi ce soir, nous avons M. Yann Toarnaki, qui est à l'autogestion des verrières, qui est un syndicat de 660 portes, un très grand syndicat à l'Île des Sœurs et qui est aussi dans les premiers syndicats, les premiers gros syndicats de copropriété. Et M. Toarnaki, on a fait notre formation ensemble, mais vous étiez déjà gestionnaire depuis plus longtemps, mais on s'est rencontrés aussi à McGill, la première cohorte avec Maître Jolicoeur. Donc, merci Yann d'être avec nous ce soir. C'est très intéressant de t'avoir sur la... Je vais me permettre de tutoyer vu qu'on se connaît, mais je suis très contente que tu sois là ce soir parce que tu as une énorme expertise en copropriété. Bonsoir Valérie, bonsoir Maître Banville et bonsoir chers auditeurs. Ça me fait plaisir d'être là. Effectivement, on se connaît depuis, mon Dieu, ça fait quoi, 12 ans maintenant, je pense? Oui. Et puis ça me fait plaisir là, de pouvoir contribuer à cette émission. Merci. Et je tiens à souligner que Yann a fait partie avec Maître Jolicoeur et d'autres personnes importantes au démarrage du RGCQ qu'on connaît maintenant, qui est le plus gros organisme de la copropriété qui encadre l'éducation des copropriétaires, la formation, etc., etc. Donc, merci d'avoir participé à ça il y a de cela plusieurs années. Merci pour ton implication, puis on est très content de t'avoir avec nous. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter la soirée sur notre sujet. Donc, ce soir, on parle de la copropriété avec nos copropriétaires qui vieillissent, qui prennent de l'âge, et on veut les supporter le mieux possible. Je lancerai la première question parce qu'on dit que d'ici les 15 prochaines années, les personnes de 65 ans et plus vont arriver majoritairement, vont se diriger vers la copropriété comme moyen d'habitation. Donc, le message est assez clair, c'est qu'il va y avoir une augmentation des gens avec un certain âge et il va falloir adapter probablement nos services, nos façons de procéder et tout ça. Donc, Maître Banville, la question que j'aimerais, dans le fond, pour mettre la table, est-ce que, comme syndicat de copropriété, on a des obligations pour supporter nos personnes âgées par rapport à un autre copropriétaire qui pourrait être plus jeune? C'est quoi comme syndicat, qu'est-ce que je dois me questionner pour me dire est-ce que je fais bien les choses avec mes aînés? Bon, pour répondre à la question, il n'y a pas de question de réponse précise. C'est plus une réponse, on peut dire, que je vais vous dire générale. Mais pour répondre à votre question, prenons l'exemple suivant. Quelle est l'obligation, quelles sont les obligations d'un syndicat de copropriété pour donner accès ou à l'accessibilité de la copropriété, c'est-à-dire des parties communes et également des parties
législatif en copropriété, c'est assez flou. Il n'y a pas vraiment de code ou de loi particulière applicable aux copropriétaires, aux copropriétés, administrateurs, syndicats. On doit se rabattre sur les autres, les lois en vigueur qui sont, par exemple, le Code de construction, pour, bien entendu, les immeubles qui sont soumis au Code de la construction, où il y a une section, quand les immeubles sont soumis, il y a une section sur l'accessibilité des lieux, entre autres des lieux publics, mais pour les copropriétés qui sont assujetties, il y a des règles au niveau de la construction, de l'accessibilité aux personnes de mobilité réduite, de pouvoir avoir accès à la copropriété, c'est-à-dire aux parties communes. Également, le syndicat, quand on a souvent, puis de plus en plus, on va avoir des demandes d'accommodement pour justement de certains copropriétaires qui, initialement, ont peut-être acheté leur unité, qui était en pleine forme, qui avait la mobilité, qui n'avait pas de contraintes quelconques, mais en vieillissant, si on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri de ça, on peut devenir ou avoir un moment donné une mobilité qui est réduite. Alors, les syndicats sont de plus en plus appelés par ces copropriétaires-là pour avoir des accommodements raisonnables. Accommodement raisonnable, qui dit accommodement raisonnable, dit charte des droits de la personne qui est bien entendu applicable aux syndicats de copropriété. Alors, quand un administrateur ou les administrateurs, que je devrais dire, a une demande d'accommodement raisonnable pour avoir accès à un lieu, que ce soit par exemple un stationnement plus près de la porte, que ce soit d'avoir une rampe, d'avoir des fois juste une petite pente de rien peut être quelque chose pour une personne qui a une mobilité réduite, d'avoir quelque chose pour justement atténuer cette pente-là. Quand on a des demandes comme ça, les administrateurs font face à une tâche qui est assez lourde parce qu'il faut regarder est-ce que c'est un accommodement raisonnable au sens de la Charte des droits de la personne. On parle de raisonnable, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit le terme contrainte excessive. Fait que quand on regarde la définition de contrainte, ça veut dire un accommodement raisonnable, c'est sûr que ça amène une certaine contrainte. Elle est excessive, je veux dire, si tout d'un coup, par exemple, elle n'est pas praticable, c'est-à-dire les lieux, on ne peut pas faire ce que le copropriétaire demande. Alors, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le mettre en place ou qu'il y a vraiment des contraintes financières vraiment excessives pour le syndicat, pour la copropriété. Mais quand on arrive dans le côté financier, je dois mettre quand même un bémol, c'est que le syndicat peut également faire des vérifications parce qu'il peut avoir des subventions offertes à des syndicats pour adapter ces lieux quand il y a des travaux qui doivent être faits. Fait que moi, je vous dirais également, à titre de conseil d'administration, avant de dire non à un accommodement raisonnable, pour ce qui est de l'accès à l'immeuble, ben, c'est de regarder s'il ne peut pas avoir des subventions ou il peut y avoir une aide financière qui peut être accordée à la copropriété. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment d'obligation à savoir. Les administrateurs, par exemple, là, je vous ai donné l'accessibilité aux lieux, stationnement, rampe d'accès, porte automatique. Mais c'est sûr que la mission du syndicat, c'est de voir justement la sécurité, à la sauvegarde, à la conservation de l'immeuble, mais également à la sécurité des personnes qui occupent ou qui se rendent à la copropriété ou qui ont des occupants de la copropriété. Alors, c'est sûr que la sécurité des lieux, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent avoir une responsabilité, puis la loi est assez claire. Des fois, ça peut être quelque chose de très, 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 qui n'est pas très demandant. Je vous donne un exemple, quand je dis demandant financièrement ou quoi. Des fois, c'est juste l'éclairage, d'avoir un lieu sécurisé pour des gens qui sont à mobilité réduite ou qui ont un problème de vision ou peu importe. Bon, d'avoir juste un éclairage adéquat. Des fois, j'ai suivi certaines formations en France qui parlaient que ça pouvait même aller au niveau des couleurs qu'on utilise dans les parties communes, qui donnent un sentiment de sécurité. Fait qu'il y a des choses pour aider ou plutôt pour s'adapter à nos copropriétaires qui sont vieillissants.
Là, une place qu'il faut faire attention, c'est que le conseil d'administration, les administrateurs n'ont pas à s'improviser ou n'ont pas à prendre le rôle d'intervenants sociaux. Ne sont pas des intervenants sociaux. Pour ça, il y a des organismes qui peuvent les accompagner ou qui peuvent intervenir quand, justement, il peut y avoir quelque chose qui touche la personne ou un copropriétaire en question. Okay. Intéressant, mais là, on va y revenir tantôt. C'est intéressant parce que c'est sûr que là, quand je vais donner la parole à mon ami Yann, parce qu'il a beaucoup d'expérience et avec beaucoup de copropriétaires plus âgés, mais déjà, quand on parle d'accommoder, puis là, vous avez donné l'exemple d'un stationnement plus près, on s'entend qu'il y a déjà une situation qui peut être très compliquée dans un cas où les stationnements sont attitrés, etc., etc. Là-dessus, ça peut être inquiétant pour un conseil d'administration de se faire poser cette question-là. Ben, moi, comment je dirais, moi, je suis rendue trop fatiguée pour marcher jusqu'à l'SS2. Comment on doit réagir comme conseil d'administration, être Banville, parce qu'il y a des choses qui sont cadastrées, tout ça, il y a des allocations. Tu sais, je veux dire, comment comme conseil d'administration, on fait? Chaque demande la charte est très claire au niveau de ça, puis toutes les demandes d'accommodement raisonnable, c'est une étude ou une analyse cas par cas. Si on parle de stationnement, par exemple, on a déjà, justement, le tribunal des droits de la personne s'est déjà prononcé à l'effet qu'un syndicat n'avait pas donné suite ou n'avait pas octroyé ou dit oui à la demande d'une copropriétaire, c'était une femme, qui avait demandé d'avoir un stationnement plus près. Quand on parle de stationnement, comme vous savez, en copropriété, il y a différentes réalités. Il y a des fois que c'est des stationnements qui sont privatifs. Il y a des fois que ça appartient, c'est des parties communes à usage restreint. Il y a des fois qu'il y a certains stationnements qui sont toujours de la propriété du syndicat, fait que le syndicat peut décider de les octroyer ou que ce soit pour visiteurs ou alors il y a différentes. C'est sûr que chaque cas doit être étudié, évalué cas par cas. Parfait. Ce que je veux que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, c'est que, puis ça, on le dit souvent, là, mais dans une situation comme ça, je crois qu'on peut leur conseiller à nos conseils d'administration qui ont des décisions à prendre, qui se font demander des choses comme ça, faire appel à un professionnel pour justement pas, peut-être pas donner des réponses ou donner la bonne réponse et de s'attirer des problèmes supplémentaires. Effectivement. Merci. Yann, chez vous, comment ça se passe aux Verrières? Parce qu'aux Verrières, vous avez une quantité de copropriétaires importants. On a des bâtiments qui sont très beaux et qui ont un certain âge aussi, là, pas juste nos copropriétaires, nos bâtiments aussi. Comment ça se vit chez les Verrières? Parce que vous êtes comme un exemple pour le Québec au complet dans les gros projets qui ont fort encore et qui ont belle allure. Verrières, on fait partie de l'arrondissement de Verdun. Et Verdun a la composition démographique du Québec de l'an 2050. Donc, rapidement, l'arrondissement de Verdun et l'île des Sœurs et les Verrières, on a fait face au vieillissement de la population. Si l'île des Sœurs était une ville, ce serait une des villes avec la moyenne d'âge la plus élevée. Parce que dans Verdun, c'est l'île des Sœurs qui a la moyenne d'âge la plus élevée. C'est elle qui fait monter la moyenne de Verdun. Exactement, exactement. Intéressant comme statistique, par exemple, je ne savais pas. Oui, ben c'est ce qui fait aussi qu'on a été confronté rapidement à ce genre de problème-là. Et on s'est beaucoup inspiré de l'Organisation mondiale de la santé qui a sorti une analyse en 2010 sur les principaux axes pour aider au maintien à domicile des personnes vieillissantes. Là, je ne veux pas faire d'agisme parce qu'il y a l'âge biologique et l'âge réel. Puis on a des gens qui sont quand même jeunes et qui ont des limitations physiques ou des problèmes de santé qui font en sorte qu'ils peuvent avoir besoin d'aide ou bien donc qui vont avoir de la difficulté à négocier avec des choses qui, normalement, des gens de leur âge n'ont pas à négocier ou n'auront pas de difficulté avec lesquelles négocier. Donc, si je reviens à l'OMS,
il y avait un des principaux facteurs, c'était le sentiment de sécurité, la sécurité. Il faut que les gens, en vieillissant, se sentent sécures chez eux. Il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité réelle. Il faut que les portes barrent, il faut que les systèmes d'alarme, toutes les choses de base là, qui assurent la sécurité des gens fonctionnent et soient en bon état. Et il y a la perception de la sécurité. La perception de la sécurité, c'est l'éclairage dans la rue. Les villes ont des rôles à jouer, mais l'éclairage dans les stationnements extérieurs aussi, dans les copropriétés, puis dans les garages. Donc, il faut que quand les gens se promènent, il n'y a pas de crainte, là, un sentiment de crainte qui se développe, qui soit réel ou fictif. Donc, l'ajout de caméras, c'est des choses comme ça qui peuvent être faites. Il y a le déplacement. Il faut que les services soient à proximité dans le vieillissement. Il faut que ça fait partie des principes mis de l'avant de l'OMS, la proximité des services, les activités intellectuelles. Donc, quand on a vu ça, nous, on a créé un club social. Puis le club social, bien, il y a eu, c'est pas nous qui gérons ça. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on affiche les mémos. Okay. Mais il y a eux autres, c'est sûr qu'on a une masse critique, hein, 660 appartements dans l'ensemble des immeubles, plus de 1000 habitants. Donc, ça donne des possibilités, mais quand on est dans des plus petits immeubles, il y a des choses qui sont quand même accessibles. Un club de marche, mettre 2-3 voisins pour aller marcher ensemble, ça stimule et puis ça fait faire de l'exercice. Un club de lecture, du bridge, on a un local qu'on a transformé en bibliothèque, les gens déposent leurs livres, puis il y a des échanges. Donc, puis aussi, il y a des syndicats. Moi, j'ai un syndicat où est-ce qu'ils ont une piscine intérieure, puis il y a des cours de nage synchronisés, il y a des exercices, des ateliers dans l'eau et tout ça. Fait que c'est sûr que... Ça, c'est des belles activités, le tai chi, la danse. C'est toutes des choses qui peuvent se faire à un petit nombre, 10 personnes, puis il va y avoir un moniteur qui va se déplacer. C'est sûr que les gens payent ces activités-là parce que ce n'est pas dans les frais de condo. Mais ça fait partie de ces choses-là qui facilitent, si on peut dire, qui fait en sorte que les gens vont rester vieillir en santé et plus mobiles et plus alertes. Par exemple, dans le gym, on a trouvé des moniteurs qui venaient expliquer aux gens comment se servir des appareils. Quelqu'un qui commence sa retraite et qui n'a jamais fait d'exercice avec des appareils, c'est nouveau pour lui de vivre dans une copropriété. Il ne saurait pas nécessairement quoi faire avec ces appareils-là. Donc, puis, quand on parle du vieillissement, bien, dans la réalité, c'est un peu ça. Les gens arrivent 60, 65, 70, arrivent à l'âge de retraite, décident d'acheter un condo. 20 ans plus tard, ils sont encore là. Là, ils sont rendus à 85, 90 ans. Donc, les problèmes ou les soucis ne sont pas les mêmes. Puis, il ne faut pas faire de discrimination. Tu sais, il y a bien des choses qu'on a mis en place, comme par exemple, quand on a refait les trottoirs dans les jardins, on a enlevé les petites marches pour mettre des pentes. Mais ça sert à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a un certain âge ou pas. On peut être juste grand-parent pour avoir un pouce-pouce à pousser avec notre petit enfant, puis on est prêt avec une marche, puis on est embêté par la marche. Tout à fait. Quand on a mis en place des systèmes d'ouverture de portes dans les garages, c'est sûr que c'est des gros garages. De chaque étage, il y a 75-100 stationnements. C'est sûr que ça vaut la peine, mais quand on arrive et que la porte s'ouvre tout seul, bien, ça a un gros avantage pour tout le monde. Quand vous arrivez avec votre épicerie, votre valise du travail ou de voyage, vous êtes bien content que ce service-là fonctionne, ça sert à tout le monde. Donc, je pense qu'une des façons d'implanter des mesures, c'est de les présenter comme d'une façon à ce que chacun y retrouve un intérêt pour lui. Que les garages soient plus clairs, ça fait l'affaire de tout le monde. Tout à fait. Qu'on soit monoparental, on arrive avec notre carrosse le soir, on aime ça que ce soit éclairé. On pense, ce soir, on parle des personnes âgées, mais on a vraiment aussi, M. Banville a mis l'accent tantôt sur la mobilité réduite, les accommodements raisonnables. Bien, il peut y avoir des clientèles qui ont des problèmes de santé, qui ont 50 ans, qui ont besoin de ça.
Mais ce qui m'a frappé, ce que tu viens de dire, Yann, que honnêtement, je n'avais vraiment pas pensé et que je pense là, tu dis, on a refait les trottoirs et on a changé ça, les petites marches. Tu sais, souvent, ça marche un petit bout, une petite marche de rien, c'est super beau. Mais là, vous avez refait les... Et c'est vrai que c'est à penser. Nos syndicats de copropriété, tu sais, je veux pas, mais c'est pas toutes des verrières. On n'a pas toutes des gyms, des salles de bridge et ces choses-là. Sauf que ce que tu as dit comme activité, ça peut s'organiser pour être fait peut-être à l'extérieur avec des gens qui se regroupent, la marche, etc. Mais tant qu'à faire des travaux qu'on est obligé de faire parce que c'est usé, bien, on devrait, comme syndicat de copropriété, se dire, est-ce que je peux peut-être l'améliorer en même temps? Ma question, peut-être que Maître Banville, vous pouvez nous aider. Est-ce que le fait de changer une petite façon de refaire une partie commune, on s'enfarge-tu dans les modifications de partie commune ou on dit qu'on fait ça à la bonne franquette et que ça va aider tout le monde au bout du compte? C'est sûr que si vous avez des travaux déjà, tu sais, par exemple, justement, les trottoirs sont à Un bon exemple. Fait qu'on s'entend que si vous décidez de refaire les trottoirs et que vous faites une modification, à savoir, il y a 2-3 marches, on va le mettre plutôt en pente. C'est sûr qu'on vient, si on interprète vraiment l'article 1097 qui vient dire qu'on doit consulter, on change, on fait une modification à une partie commune. Mais on s'entend que ça vaut quand même la peine d'y penser, de le faire et de le présenter à l'Assemblée. Donc, c'est toutes des choses qu'effectivement, on encourage à faire. Parce que, oui, il y a les obligations légales, mais il y a aussi une obligation de collectivité de voir au bien-être et à l'intérêt collectif. Fait que ce n'est pas juste au niveau de mobilité réduite ou autre, c'est pour, comme M. Towarnacki le disait très bien tout à l'heure, c'est que des choses, des petites choses qui peuvent emmener beaucoup de plus pour tout le monde. C'est bien. Également, si vous me permettez, vous avez dit quelque chose d'important, effectivement, qu'on a les verrières avec les activités qu'on organise. Bien entendu, ce que je vous dis n'est pas la responsabilité d'un administrateur, mais c'est des choses qui peuvent être mises en place que j'ai vues dans des copropriétés plus petites. Par exemple, il y a des services d'aide à domicile. Il y a des personnes, des coopératives ou peu importe, qui se déplacent pour venir faire le ménage. Pourquoi? Tu sais, il y a des fois des bénévoles ou il y a des membres du conseil d'administration, mais à titre de copropriétaires et non sous leur chapeau d'administrateur. Il faut faire la distinction entre les fonctions, les responsabilités. Bon, mais qui décident de dire, bon, mais écoutez, cette journée-là, on se met 3, 4, 5, 6 unités. Mardi, mercredi, c'est le service à domicile. Les gens embarquent dans ça. Et ça fait en sorte que, justement, ça donne des services à des personnes qui en ont besoin, que peut-être individuellement ne l'auraient pas demandé ou des affaires comme ça, mais si on met ça en place, bien, ça l'aide. Puis même, ça peut aider d'autres personnes qui ont besoin de ces services-là, puis pas nécessairement à mobilité réduite. Là. C'est vrai, c'est bon comme exemple et c'est intéressant parce que des fois, justement, on dit que c'est une collectivité, la vie en copropriété, puis ça prend tout son sens quand vous donnez l'exemple que vous venez de donner d'entraide. Puis ça aussi valorise ceux qui le font. Ceux qui aident, bien souvent, ces personnes-là sont contentes d'aider une bonne voisine parce que, bon, elle est, soit qu'elle arrive de l'hôpital, elle a une petite intervention. Tu sais, on connaît ça, nos copropriétaires qui doivent aller pour se faire opérer pour une petite intervention, mais reviennent, ça prend quelques jours avant qu'ils soient. On l'a vu dans le COVID aussi, des gens qui ne pouvaient pas sortir. Il y avait des gens qui ramassaient leurs déchets. Tu sais, au début de la pandémie, on était très, 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 très sévère pour pas que les gens sortent, etc. Et donc, ça a pris des gens pour les aider. Il y a des gens que ça a tenu comme ça. Mais quand on parlait tantôt aussi des aires communes qu'on refait, tu sais, il faut y penser parce que, Yann, les trottoirs, c'était-tu la première fois ou la deuxième fois depuis l'histoire des verrières qu'on les a refaites? Parce que si on n'y pense pas quand c'est le temps, ben ça peut prendre 25 ans avant qu'on les refasse, ces fameux trottoirs-là avec la petite marche ou pas de marche. Oui, bien, c'était la première fois qu'on y avait pensé. Dans une ancienne vie, j'ai construit des résidences pour personnes âgées. Donc, j'ai été confronté depuis longtemps
comme Maître Banville, à ces soucis-là. Un dénivelé de 3 pouces, ça peut devenir une barrière infranchissable, vous savez. Donc, mais il faut y penser quand on veut faire des rénovations. Et généralement, c'est une question d'accessibilité aussi, hein? Un peu ce que Maître Banville disait au départ, puis l'accessibilité au bâtiment, c'est une obligation, cela, aujourd'hui, de mise aux normes dans les bâtiments qui ne sont pas pourvus de cette accessibilité-là. Donc, ça devient pas nécessairement une transformation ou une amélioration. Si vous avez des ascenseurs, puis un jour, il faut refaire la mécanique des ascenseurs, les boutons, ça dure quoi, 25 ans, 30 ans maximum, un ascenseur? Bien, à ce moment-là, on est obligé de faire la mise aux normes. Ils ne nous réinstalleront pas les boutons d'origine. Ils vont tous mettre une technologie du braille, ils descendent les boutons. Il y a une voix qui nous dit à quel étage on est rendu. Donc, ça, c'est tous des moyens de rendre l'accessibilité au bâtiment. Puis de plus en plus, les gens y pensent. Mais quand on remplace les fixtures, il faut choisir, je ne dis pas d'un corridor nécessairement, il faut mettre des spots pour qu'on se perde le côté charmant d'un corridor ou cosy. Mais dans les garages, dans les endroits comme ça, bien là, c'est plus facile d'améliorer l'éclairage. Je pense que faire aussi, Yann, faire affaire avec des professionnels, justement, qui sont capables de dire, bien, dans le corridor, comme tu dis, tu as différentes fixtures, mais tu en as une qui va être beaucoup plus, qui va être belle, qui en même temps va aider au copropriétaire à voir la serrure. Tu sais, je veux dire, il y a des places, des fois, qu'on arrive, la même chose le garage. Il y a des gens qui sont plus spécialisés pour avoir quelque chose qui est écologique, qui éclaire mieux, etc., parce que c'est important. Les garages, par exemple, on est en train de changer tout l'éclairage pour mettre des appareils plus performants, des DEL. Bien, non seulement on va économiser au niveau du coût énergétique, Hydro-Québec nous donne une subvention de plusieurs milliers de dollars pour le faire. Bien, à la fin, c'est plus clair, c'est moins coûteux au niveau de la consommation énergétique, parce que ça, c'est ouvert en permanence, et ça rend service à tout le monde. Donc, il faut avoir une vision globale, idéalement, et non pas voir comme le vieillissement de la population comme étant un problème. Mais il faut le voir comme étant un état où on améliore les conditions de vie. Puis, tantôt, on parlait de services. Les arrondissements, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'activités où les copropriétaires peuvent participer puis avoir, là, il y a des clubs de lecture, il y a toutes sortes de choses à Montréal ou dans les villes, avec les bibliothèques un peu partout. Donc, ça aussi, ça fait partie des services que l'on peut essayer de mettre de l'avant pour aider là, la collectivité. Je pense que la copropriété, c'est une très belle façon pour les jeunes d'accéder à la propriété, mais c'est une très belle façon pour les gens pour avoir un maintien à domicile à long terme. Oui. C'est un objectif de la société aussi de maintenir nos aînés le plus longtemps possible autonomes dans leur milieu de vie, etc. Bon, on a des gens qui ont bâti des belles places où est-ce que des gens autonomes, moins autonomes, tout ça, mais je veux dire, effectivement, tous les trucs que vous donnez aujourd'hui, ça aide. Déjà, ça démystifie aussi pour les administrateurs qu'il y a plein d'idées. Parce que quand on se fait demander justement des modifications, tout ça, c'est sûr qu'un conseil d'administration peut être terrassé un petit peu par la demande en disant « Youf, on a déjà peine à boucler notre budget, puis là, il faut changer l'éclairage, puis etc. » Justement, on a une question de Mme Mallette dans le chat qui est posée, puis on avait discuté, mais ça va mettre la table sur d'autres choses que vous allez pouvoir indiquer. Du côté de la copropriété, comment s'assurer que les personnes âgées ne mettent pas en péril le bien-être des autres résidents? Par exemple, en oubliant un chaudron sur la cuisinière. Yann, tu en as parlé dans nos rencontres et tout ça. Sur la cuisinière oubliée, une chandelle allumée. Action qui pourrait causer effectivement des dommages et des inconvénients graves. Mais c'est vrai que c'est une inquiétude souvent quand un conseil d'administration se fait dire par une voisine, ça fait 2 fois que le détecteur, tu sais, l'avertisseur de fumée part chez ma voisine qui est âgée, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réagir? La première question, c'est Yann, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Maître Banville,
qui on peut alerter, de la famille, pas alerter? Comment, là-dessus, c'est plus, j'ai 2 volets pour vous. Alors, Yann, est-ce que tu veux y aller en premier? Oui, effectivement, c'est un des constats que l'on avait fait nous aussi. On s'apercevait qu'on a commencé par documenter quelles étaient les raisons des alarmes, quelles étaient les raisons des dégâts d'eau, etc. Puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de questions de comportement des usagers. Donc, le téléphone sonne, la baignoire est en train de se remplir, on oublie que le bain est en train de couler, le robinet coule, ça déborde, ça s'en va chez le voisin, puis là, ben, ça fait un sinistre. Vous savez, ouais. là, donc, bon, ça, c'est pas juste chez des personnes âgées, mais ça peut arriver à tout le monde. Ceci dit, on a installé des systèmes de détection d'eau. Aujourd'hui, il y a des systèmes plus sophistiqués où on est en train de passer à cette génération-là dans les immeubles avec des systèmes qui ferment l'eau. Aussitôt qu'ils détectent de l'eau, ils ferment l'eau, des valves intelligentes, là. Et ça, c'est très intéressant parce que les assureurs des syndicats, généralement, reconnaissent ça comme étant un moyen de prévention, puis donnent une réduction, mais l'assurance des copropriétaires aussi. Parce que souvent, les améliorations à l'intérieur ou les biens des copropriétaires sont touchés lorsqu'il y a ce genre de sinistre-là. Ça, je pense que ça fait partie là, des premières choses que l'on peut faire. Et bon, nous, au cours des années, on a demandé aux gens de nous donner des numéros de téléphone sur une base volontaire des membres de la famille, des gens proches. Parce que c'est d'autant plus vrai qu'il y a des gens que leurs familles vivent à l'étranger, vivent dans des régions éloignées. Donc, c'est pas les enfants ne vivent pas ou leur famille, leurs frères et sœurs ne vivent pas au coin de la rue et où ils vivent à l'autre bout du monde. Donc, à ce moment-là, on a demandé ça. Puis, quand il arrive des situations où ça devient critique, ben, on parle aux membres de la famille, puis on leur explique que ça fait plusieurs fois que, par exemple, il y a eu le détecteur de fumée à partir parce que les gens faisaient brûler. Puis là, ça nous inquiète. Donc, ben, il existe des systèmes. On peut débrancher la cuisinière. Les gens peuvent faire juste réchauffer au micro-ondes. Déjà, c'est des éléments simples à mettre en place et qui règlent une partie du problème d'un risque d'incendie, si on peut dire. Mais puis il y a des magasins qui sont spécialisés là-dedans. Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent être faits qui peuvent être ajoutés pour que les gens puissent se protéger. Là. Vous savez, on veut protéger les enfants d'aller dans les armoires de cuisine. Il y a des petits systèmes qui s'installent, mais il y a Oui. toutes sortes de genres de systèmes de ce type-là qui peuvent s'installer pour venir en aide à nos parents. Nous, les problèmes qu'on a eus souvent, c'est quand on essayait d'appeler le CLSC pour avoir de l'aide. Et le CLSC, eux, ne peuvent pas intervenir en première ligne directement. CLSC ne peuvent pas aller cogner à la porte de la personne et dire « Écoutez, vos voisins nous ont dit que… » Se sont plaints que. Se sont plaints que. On n'arrive pas avec ça. On a eu des cas aussi où on appelait, par exemple, un voisin ou quelqu'un appelle l'ambulance. Puis là, les ambulanciers se présentent chez la personne parce qu'elle a fait une chute. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, puis elle ne veut jamais qu'on appelle l'ambulance. On appelle l'ambulance. Les ambulanciers se font dire non, je ne veux pas que vous preniez soin de moi. Mais les ambulanciers ne peuvent pas forcer la personne à embarquer dans l'ambulance. Donc là, j'ai appris avec le temps que c'est les policiers qu'il faut appeler. Puis chaque poste de quartier a des équipes spécialisées d'intervention pour intervenir auprès des gens. Puis là, eux portent un certain jugement sur est-ce que la personne est un risque pour elle-même ou pour les voisins. Puis si ils déterminent que oui, là, ils vont donner ordre aux ambulanciers au premier répondant d'accompagner la dame là, à l'urgence. Puis là, ben, ça, c'est le début d'un processus d'évaluation mais là, quand on est rendu là, c'est vraiment parce qu'il y a un risque réel là, de danger pour les voisins, la personne et l'immeuble.
Oui. Parce que c'est un petit peu l'aspect qu'on est toujours pris entre deux chaises. Hein? Il y a l'aspect humain, puis il y a l'aspect bâtiment et voisin, la collectivité. Tu l'as dit, tu sais, c'est sûr que je donne juste l'exemple des aliments surchauffés, qui est un classique pour les pompiers. Et ça fait 3-4 fois que les aliments surchauffés, ben, tu sais, dans les bâtiments, détecteur passe, système d'alarme centrale, tout le monde descend, etc. Les pompiers viennent quand ça fait, quand il y a vraiment des aliments surchauffés, il n'y a pas de facture, mais quand les pompiers se déplacent après 2 fois pour une fausse alarme, il y a des charges. Là, le syndicat, on met ça sur la personne qui a causé l'intervention, tout ça. Fait que c'est sûr que ça complique les choses. Mais hier, je vais te revenir, mais Maître Banville, le syndicat, c'est une très bonne idée, puis on essaie toujours d'avoir des informations des membres de la famille. Mais avons-nous le droit de les appeler? Si la madame de Verrières, elle ne veut pas que sa fille le sache qu'elle fait brûler ses aliments, quelle est la façon d'intervenir pour le syndicat en ce sens-là? Bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a souvent des cas que justement le syndicat ou les administrateurs ont le réflexe d'appeler un membre de la famille ou d'appeler un intervenant ou quelqu'un qui est proche ou qui est lié à la personne. C'est toujours à faire attention aussi parce que si la personne dit, ben écoutez, vous avez appelé ma fille, on s'entend que des fois, ça fait des histoires que ça ne se termine pas nécessairement très, très bien. C'est pour ça que je vous recommande je recommande au conseil d'administration, premièrement, d'appeler un professionnel qui va leur dire, écoutez, est-ce que vous êtes dans une situation où c'est qu'on doit appeler telle personne ou on doit plutôt appeler des intervenants, des autorités qui sont compétentes d'intervenir? On parlait tout à l'heure de policiers parce que on s'entend que les ambulanciers, effectivement, ne peuvent pas forcer quelqu'un parce que, puis même déjà là, à l'hôpital, s'il y a une personne qui ne veut pas obtenir des soins, c'est un droit qu'ils ont. Donc, c'est très difficile de forcer. Mais il y a des escalades, on peut dire, de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que si la personne renonce à des soins, mais elle y a un danger pour sa sécurité, il y a aussi des procédures qui peuvent être prises par certaines personnes pour la mise en garde en établissement. Vous voyez, c'est tout, mais il y a chaque organisme, chaque autorité a, on peut dire, je me répète, des autorités qui ont leurs propres autorités, mais ils vont intervenir. Comme par exemple, si vous pensez que ça peut être un danger, j'ai plusieurs syndicats des fois qui m'appellent et qui me disent, ben moi, c'est insoluble dans l'unité. C'est même dangereux au niveau de l'électricité, il y a surchargé. Donc là, c'est le service des incendies qu'il faut appeler. Ils vont intervenir si c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux pour l'immeuble, pour les occupants. Après ça, il y a différents, comme M. Towarnicki l'a dit tout à l'heure, c'est que il y a différents organismes, la municipalité met en place différents organismes qui peuvent accompagner ces personnes-là. Quand on est administrateur, des fois, des personnes qui ont des problèmes un petit peu plus de mobilité réduite, oui, mais également au point de vue cognitif, tu sais, soit qui commencent à faire un petit peu d'Alzheimer ou quoi que ce soit, voient souvent le conseil d'administration, ils veulent me sortir de mon unité. Là, ils se sentent attaqués. Puis, des fois, on fait appel, je le fais des fois avec mes administrateurs, on a des beaux résultats par de ça pour certains organismes qui interviennent, c'est qu'on dit, on les appelle, on dit, pouvez-vous nous accompagner parce qu'on a besoin de rentrer dans l'unité pour aller voir telle affaire ou pour faire tels travaux, pour s'assurer que ça soit... Puis, on arrive avec ces personnes-là qui sont des représentants, puis le copropriétaire se sent plus en sécurité que de voir le gestionnaire arriver avec les administrateurs pour dire on rentre dans ton unité parce qu'on a des choses à regarder. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie d'appeler les personnes compétentes. Si vous avez des numéros d'urgence, bien entendu, je ne vous dis pas de jamais les utiliser, au contraire, mais il faut quand même faire une certaine analyse de la situation. C'est drôle parce que justement, hier, j'avais une de mes copropriétaires au téléphone, puis elle s'inquiétait, son formulaire pour les personnes de 70 ans et plus, etc. Puis là, elle me dit, j'ai 84 ans.
savez, là, ça m'énerve qu'il ne soit pas arrivé. Fait que là, j'essayais de la calmer, puis tout ça, mais j'ai trouvé ça très, très beau. Là, j'ai dit, pendant que je parlais, je regardais dans son dossier, puis j'ai dit, mais madame, je n'ai pas de personne en cas d'urgence. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone, le nom d'un ou deux de vos enfants? Fait qu'elle dit, bon. Elle dit, ben non. Elle dit, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est malade, qui a 50 quelques années, puis elle est malade. Puis l'autre est très nerveuse, puis je ne veux pas l'énerver. Mais c'était drôle parce que c'est la mère de 84 ans qui me dit, non, 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 énervez pas mes 2 filles qui sont dans fin cinquantaine pour les protéger, qui devraient être drôlement le contraire. Mais c'est pour dire qu'on a des gens qui sont à 84 ans, toutes là, tout ça. Puis des fois, c'est ces gens-là qu'on va voir péricliter d'un coup. Puis comme conseil d'administration, on pense tout le temps bien faire en alertant tout le monde. Donc, les pompiers, la police, les enfants, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre pour nos auditeurs et auditrices ce soir, c'est que vous êtes peut-être mieux, justement, de prendre un peu plus le temps de réaction, sauf pour l'urgence, on s'entend, oui. Mais de prendre le temps de vous faire accompagner, justement, pour pas que ça ait l'air trop... puis vous avez donné l'exemple comme il faut, Maître Banville, tantôt, le gestionnaire puis le conseil, puis là, on arrive avec nos grands sabots, on a-tu pris la clé ou quelque chose? À ne pas faire, parce que ce qui va arriver, c'est que ça va faire le contraire de ce qu'on veut. Il va y avoir un barrage qui va peut-être se faire, et puis c'est pas ça qu'on voulait dans le fond. Yann, tantôt, tu m'as parlé de la formation des employés, puis tout ça. On avait une petite discussion justement sur... c'est sûr qu'on parle d'un très grand syndicat de copropriété qui est les Verrières, mais on a des gros bâtiments au centre-ville et tout ça. C'est sûr que tu peux nous en parler un petit peu de ce que vous avez mis en place pour augmenter justement la sécurité et, comme tu l'as dit tantôt, autant des citoyens que des gens qui viennent de l'externe? Oui, bien, on a mis en place des formations de premiers soins puis de réanimation cardiovasculaire. Évidemment, on a des portiers, on a des concierges. Donc, il y a du personnel dans les immeubles. Il y a des concierges résidents, des concierges non résidents. On a aussi des compagnies de ménage dans certains immeubles qui font l'entretien ménager. Ce n'est pas notre personnel. Donc, ces gens-là, comme notre personnel, on a tous suivi des cours pour pouvoir intervenir. À date, on a aidé des résidents, là, mais les vies qui ont été sauvées, c'est des gens, c'était des ouvriers, c'était un chauffeur de taxi devant l'entrée de l'immeuble qui s'est senti mal. C'est ces gens-là qui ont pu bénéficier d'un massage cardiaque en attendant que les ambulanciers arrivent. Donc ça, c'est des exemples là, où ça sert à tout le monde. Mais avoir un défibrillateur, ce n'est pas quelque chose qui est si coûteux que ça aujourd'hui. C'est tout à fait autonome. Ça nous dit quoi faire, il parle, il nous dit, puis on le met sur la personne. Puis si la personne n'a pas besoin de défibrillation, il ne partira pas. Donc, on est bien protégé, puis ça donne une chance aux gens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des défibrillateurs, il y en a dans tous les centres d'achat, il y en a d'à peu près dans tous les bureaux, il y en a partout de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est si mystérieux, puis ça vaut la peine en pensant à sa propre sécurité. C'est quelque chose qui peut servir à tout le monde. Mais effectivement, l'accès, on a mis en place aussi comme des achats groupés qu'on appelle, là, nous. C'est comme le nettoyage des conduites sécheuses, vous savez. Ça, c'est un endroit où le risque d'incendie est important. Donc, à une fréquence qu'on a déterminée, nous, qui était aux 7 ans. On veut que tous les appartements soient nettoyés. Mais quand on négocie avec une entreprise, on lui donne tous les appartements, on est capable d'avoir un bon prix. Une économie d'échelle, c'est clair. Exactement. Donc, les gens ils diront pas non à cette sécurité-là, vous savez, pour quelques dizaines de dollars par appartement. C'est sûr que là, c'est le conseil qui gère ça, mais ça améliore la sécurité de tout le monde. Si vous habitez dans une plus petite copropriété, puis que la sortie est directement dehors, bien, ça vous concerne moins. Parce que généralement, le sèche-linge est appuyé près du mur extérieur, puis ça sort.
Mais dans des immeubles en hauteur, la sécheuse puis le conduit vertical, il peut avoir 10-12 pieds, là, 3 mètres, là, 4 mètres entre. Donc, il s'accumule de la charpie. Puis ça, c'est un risque important d'incendie que les gens ne penseront pas nécessairement. Ça, c'est au syndicat, mettre ça dans son carnet d'entretien, puis dire ben, de façon régulière, ça ne veut pas dire, comme je vous dis, aux 7 ans, on le fait. La même chose pour les chauffe-eau. Il faut avoir un registre pour dire ben, à chaque 10 ans, il faut que les chauffe-eau soient changés. C'est un peu de travail, mais c'est bien moins de travail de faire changer un chauffe-eau puis de demander à son voisin de le faire que de gérer un sinistre. Tout à fait, ça c'est clair. Ça m'amène à une autre question. Effectivement, côté légal, Maître Banville, les syndicats, on parle des verrières qui ont 660 portes, mais on a beaucoup de syndicats de 90, 100, 120, 150. Ont-ils des obligations, exemple, d'avoir un outil comme un défibrillateur automatique? Il n'y a pas de critères de sécurité à part que les règles du bâtiment normal ou effectivement, au niveau on s'est déjà posé la question justement ici au bureau parce que c'est dans les immeubles, il doit y avoir, est-ce qu'on doit avoir après X employés des défibrillateurs ou des affaires de même? Ce n'est pas super clair de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on vous conseille fortement de n'avoir. Puis même, c'est d'agir avec prudence et diligence en tant que de syndicat de copropriété. Je ne vous parle pas là, de 2 unités ou de 3 unités, non. mais également d'avoir des gens formés. Ça, ce n'est pas une obligation non plus. Il y a certaines places, je pense que c'est vous, M. Towankin, qui nous disait ça avant la rencontre, qu'aux États-Unis, c'est obligatoire d'avoir, ils le font d'entrée de jeu comme formation à l'école de réanimation, puis donc de premiers soins, de premiers intervenants, etc. Fait que, tu sais, le conseil peut prendre effectivement une décision d'en avoir un. Mais est-ce qu'il y a vraiment une obligation légale? Malheureusement, le cadre est assez flou de ce côté-là, puis il y a encore beaucoup à faire. Donc, on a quand même, puis ça c'est pour tous les résidents, là, pour tous les syndicats, on a des consignes beaucoup plus sévères du côté de la prévention des incendies Énormément. Du médical. En tout cas, à ce jour, on va souhaiter que ça se balance un petit peu, là, mais on est obligé de mettre un cartable avec le plan d'incendie, mais on n'est pas obligé d'avoir un défibrillateur automatique. Fait que ça, c'est un autre point. Je veux juste prendre M. Gobeil dans le chat qui nous dit « Nous avions une copropriétaire aux prises avec la maladie d'Alzheimer au point où elle devenait un danger pour elle-même et pour les autres. Heureusement, après avoir contacté un membre de la famille, ils ont entrepris les démarches pour reloger la personne dans un foyer. Cependant, ils avaient refusé d'intervenir. S'ils avaient refusé d'intervenir, quel recours aurions-nous eu pour rectifier la situation? » Encore là, ma réponse ne sera pas un membre de la famille. Déjà qu'il y avait un membre de la famille, c'est excellent. Parce que ça fait partie de la réalité aujourd'hui. Puis pour les 15 prochaines années, c'est démontré, comme vous l'avez dit, Mme Couture, au début, qu'il va y avoir une augmentation en copropriété de l'âge, c'est-à-dire au niveau de la population des copropriétaires au niveau de l'âge. Mais une autre statistique, c'est que parmi eux, plus de 26 ou 28 vont être des personnes seules, c'est-à-dire qui n'ont pas de famille. Donc, parce qu'on s'entend que, oui, on a les bébés boomers, comme on peut les appeler, qui avaient la famille, mais on va tout y passer. Il y a des gens de plus en plus qui vivent seuls et qui décident de ne pas avoir de famille. Alors, c'est un enjeu. Comme je le disais, les administrateurs, c'est sûr qu'il faut voir à la sécurité des lieux, mais vous n'avez pas à jouer aux intervenants sociaux. C'est-à-dire que si un membre de la famille ne veut pas intervenir, on a une situation comme ça, il y a des procédures qui peuvent être prises. Je n'aime pas ça arriver et dire là, c'est vraiment rendu à l'extrême, où c'est qu'on peut mettre sous garde forcée, on peut dire vraiment, pour que ces personnes-là soient mises sous garde, comme je disais là, en intervention au niveau d'un centre hospitalier ou
des procédures judiciaires, puis ça ne peut pas être demandé par n'importe qui. Là, c'est sûr que c'est pour ça que, honnêtement, il va falloir trouver des solutions parce que le système actuellement est peut-être pas nécessairement... Il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Mais dites-vous que vous êtes mieux de faire appel avec des organismes qui vont pouvoir intervenir, qui ont l'autorité d'intervenir, moins que vous pouvez avoir comme conseil d'administration ou administrateur. C'est rassurant parce que déjà, les administrateurs ont beaucoup. En fait, on regarde dans la loi, tout ça, bon, voir à l'étanchéité du bâtiment, etc., etc. Mais le quotidien, puis on est souvent tenté quand on parle à des gens comme vous, Maître Banville, comme Yann, qui gèrent un immense projet, mais on a beaucoup de petites copropriétés. Et souvent, les deux chats qu'on a eus, les deux questions ou situations, ben, si ça se produit dans un syndicat de 6 unités, puis tu sais, Dieu sait, à l'île des Sœurs, il y en a des rues pleines de 6 unités métairies, etc. Ben, ça fait mal au conseil parce que, premièrement, des fois, on a à peine à trouver un conseil d'administration de 3 personnes. Puis là, il arrive avec une situation, fait que au bout du compte, c'est vraiment de faire des recherches au niveau de la ville, puis des fois, peut-être un appel aux services de police qui peuvent, eux, connaître les ressources, peut-être. Fait que je pense que peu importe la ville au Québec où on est en copropriété, je crois que les policiers sont les gens qui ont le plus de connexion avec plusieurs ressources ou nous donner les bons numéros sans que ce soit eux qui interviennent. Je ne pense pas qu'appeler le 911, c'est une bonne chose, mais au moins de donner un coup de fil au poste de quartier ou au poste de police qui peuvent vous renseigner, puis aussi au CLSC, au CIUS, les gens comme ça. Il y avait une question qu'on parlait... Oui, vas-y, j'allais dire, on a eu un cas au cours des années où la personne faisait de l'errance. Et elle faisait de l'insomnie. Elle sortait de son appartement en pleine nuit et elle allait se promener. Puis elle prenait l'ascenseur, puis là, elle se perdait. Elle se perdait dans l'immeuble ou elle sortait dehors, puis elle se perdait. Bien, à un moment donné, on a appelé les policiers parce que c'était la seule façon de la protéger. On ne peut pas se substituer là, à tout le monde, là, le conseil. Là. Donc, à ce moment-là, bien, là, les policiers, eux, l'ont pris en charge, puis ça a débloqué. L'autre phénomène aussi, c'est que souvent, la famille veut bien mettre les personnes dans une résidence, mais il n'y a pas nécessairement de place. Puis là, ça prend des mois avant que cette situation-là puisse se corriger. Puis là, ben, c'est là que des moyens alternatifs que la famille peut mettre en place pour éviter qu'il y ait des problèmes, là, vous savez, là, de dégâts, par exemple. C'est lourd pour les familles aussi, justement, des fois d'avoir passé de notre mère qui est très autonome à une dégradation vite. Puis, tu sais, je veux dire, bon, comme tu dis, les attentes et tout ça, c'est très lourd pour les gens. J'ai une question, parce qu'on parlait tantôt de sécurité, etc., etc. Les pompiers, ils sont là pour aider nos gens à mobilité réduite. Et là, je vise pas juste les gens âgés, je vise vraiment toute personne qui habite en copropriété qui a besoin d'aide à l'évacuation. Certains services d'incendie, je ne sais pas si c'est tous, mais je sais que Montréal, Laval, les grosses villes ont ça. Où est-ce que nos gens peuvent, s'identifier au niveau du service d'incendie? Mais est-ce que, puis là, la question, je la lance à Bouddha en même temps, est-ce que le syndicat a la responsabilité d'identifier les occupants à mobilité réduite? Parce que ça aussi, c'est de l'information un peu personnelle. Je veux dire, est-ce que moi, comme gestionnaire, j'appelle puis je dis « Ouais, mais il me semble que quelqu'un m'a dit que vous ne voyez pas bien, voulez-vous de l'aide? » Tu sais, je lance ça. Est-ce qu'on a comme gestionnaire puis comme administrateur la responsabilité de les sensibiliser une fois par année ou de s'assurer qu'ils sont inscrits? Je la pose la question parce que c'est une grande responsabilité aussi. Là. Il faut faire attention à l'intrusion à la vie privée aussi. Hein. Fait que ça, c'est toujours la charte également. Quand vous avez des informations, c'est des renseignements
ça amène un autre, comme vous savez fort bien, avec les nouvelles dispositions de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le Oui. secteur privé que tous les conseils d'administration, c'est-à-dire tous les syndicats sont soumis. Oui. Ça, il va y avoir plein de web radios et de formations qui sont offertes, entre autres, par le RGCQ, etc. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous voulez en disant, bon, ben gars, cette personne-là ne voit pas, fait que je vais prendre en charge J'avise les pompiers moi-même. je vais m'incruser dans sa vie privée. Là. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Yann? Oui. Bien, le service de prévention des incendies de la Ville de Montréal exige qu'un formulaire là, soit transmis. Et nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est que de le remettre aux résidents et que nous, on leur transmette. Maintenant, je n'ai pas validé auprès de Maître Banville si on avait l'autorité de le faire ou pas. Vous Si n'avez pas nous, l'autorité de le forcer les gens à non, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est que si on dit à la personne de le faire puis elle ne le fait pas, bien, on n'est pas plus avancé s'il arrive une problématique d'intervention. C'est un petit peu l'œuf et la poule. Là. Ça, on ne sait pas trop là, par où le prendre, là, cette problématique-là. Là. On n'a pas encore trouvé de solution. Là, à date, on va dans notre registre de copropriété, sur une base volontaire, les gens qui voulaient avoir de l'aide à l'évacuation nous l'avaient dit dans le passé. Donc, à partir de cette liste-là, on va leur envoyer le formulaire. Type, là, le formulaire là, du service de prévention, on va leur demander de le compléter. Puis, s'ils ont besoin d'aide, on va leur offrir de l'aide pour le faire. Mais ça peut être des voisins qui vont leur donner de l'aide. Ça peut être ce que j'appelle le club social. C'est des gens qui font du bénévolat à l'intérieur, là, comme de l'accompagnement pour des visites médicales ou ce genre de choses-là que Valérie, tu parlais tantôt. C'est le bon voisinage. Hein? Puis quand ça fait 20 ans que vous avez les mêmes voisins, bien, inévitablement, vous avez tissé des liens, vous avez vieilli ensemble. Puis donc, il y a une certaine collaboration. Puis comme Maître Banville le disait, je le constate, plus de la moitié des appartements, les gens sont seuls dans leur appartement. Et donc, à ce moment-là, c'est un phénomène réel. Et le pire cas pour nous, c'est quand les deux vivent très vieux ensemble. On avait un cas, 97 ans et 94 ans. Mais en l'espace de 3 mois, ils sont tous les deux tombés. Là. Vous savez, là, ils ont eu des problèmes de santé importants. Puis là, leurs enfants vivent à Toronto. Puis c'était compliqué pour la copropriété parce que là, ils se perdaient dans la bâtisse, là, un et l'autre. Ben oui. Puis, ça emmène plein de choses. Quand il y en a un qui part, des fois, l'autre a une dégradation rapidement, puis tout ça. Mais c'est intéressant parce que la question que j'ai posée, puis Yann, tu as répondu rapidement, c'est qu'il y a 5 ans, là, on ne se serait pas posé la question sur la transmission de cette information-là parce qu'on se disait, écoute, c'est la santé qui est prioritaire. Là, avec l'avenue de la nouvelle loi, du gardien des renseignements personnels et tout ce qui arrive avec ça, bien, tu sais, on veut aider, mais là, on ne sait plus si on fait bien et tout ça. Puis, tu sais, nous, comme gestionnaires professionnels, c'est sûr qu'on a des formations, on a des choses comme ça, mais les syndicats de copropriété vont devoir faire plus attention dans le cas de remplir le formulaire parce qu'on sait qu'elle a une marchette. C'est pas à nous d'autres à le faire. On ne peut pas faire ça à sa place si elle ne le fait pas. Là. Les amendes sont très salées d'ailleurs. Fait qu'il faut faire attention de ce côté-là. Mais si je peux juste dire une petite affaire, souvent, c'est une question d'approche au niveau de ces personnes-là aussi. S'ils veulent volontairement donner ces informations-là, bien entendu, puis vous dites à quoi que les informations vont être utilisées. Par exemple, si vous leur dites, écoutez, c'est s'il y a un feu, il faut que les pompiers soient capables de dire, bien, au 5e ou au 6e ou au 2e, on a quelqu'un qu'il faut, c'est un petit peu plus lent de se déplacer, a une mobilité réduite. Fait que c'est pour leur sécurité. Mais il faut que ça soit clair pourquoi c'est utilisé puis à qui ça va être transmis, ces informations-là.
Puis souvent, les gens comprennent quand on les éduque comme il faut. Si on fait juste envoyer un formulaire, ils vont dire que c'est ça. Ça, c'est l'exclusion. C'est vraiment d'avoir une éducation, ou plutôt d'avoir vraiment d'expliquer c'est quoi les fins, puis à quoi ça va être utile pour eux. Puis c'est les seules fins, aux seules fins que ça va être utilisé. Bien, écoutez, il est 8h01, on a dépassé d'1 minute. C'était le mot de la fin, fait que c'est quand même, ça tombe bien. Je pense que les conseils qu'on a donnés, les trucs qu'on a parlé vont aider beaucoup les conseils d'administration, les administrateurs à bien aider leur collectivité, tout ça. Donc, merci, Maître Banville. C'était très agréable de vous avoir avec nous ce soir. Yann, plaisir avec toute ton expertise et ta grande disponibilité dans le monde de la copropriété depuis très longtemps. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je vous parle, dans le fait, Condo Stratégie, c'était le partenaire de la soirée, donc ça nous fait plaisir toujours de prévoir de participer à ces web radios. Je vous aussi rappelle que nous avons une prochaine web radio qui est le 15 mars. Une autre situation qui se produit de plus en plus, la fraude en copropriété. Donc, ça va être très intéressant. On va avoir des maîtres Michel Paradis de Terrien Couture Jolicoeur et M. Éric Deslauriers de Upper B qui vont nous parler de la sécurité, des choses à mettre en place, etc., etc. Donc, manquez pas ça, ça va être très intéressant et possiblement que nous aurons une partie 2 pour le copropriétaire âgé parce qu'on aurait encore plein de choses et on aura d'autres nouveautés à vous parler sur le sujet. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à nos invités. Bonne fin de soirée. Merci.